Donc comment Haussmann a transformé Paris, film signé Yves Billon. Alors c'est un film qui doit, j'espère, nous faire réfléchir sur ce grand Paris et sur la polémique qui entoure ce projet-là. Paris doit devenir plus grand que Paris, c'est ce que François Hollande a dit lors de ses vœux aux conseillers de Paris et aux parlementaires. Était-ce pour relancer un projet qui paraît moribond selon l'opposition, puisque certains éléments déterminants comme le Grand Paris Express sont en voie peut-être de démembrement ou en tout cas de détricotage, selon certains, faute de moyens. Alors où en est vraiment le Grand Paris aujourd'hui? Que faut-il en penser? Qui va l'organiser? Sont toutes ces questions qu'on va débattre entre nous, avec d'abord Patrick Braouzek, qui est donc, bonjour, vous êtes président de Pleine Commune, comité d'agglomération au nord de Paris, pour ceux qui ne connaissent pas bien la région parisienne, et vice-président de Paris Métropole. Ça fait partie du Grand Paris, ça regroupe 200 agglomérations parisiennes pour travailler sur ce projet-là. Ça fait partie, Paris Métropole est un syndicat d'études regroupant effectivement aujourd'hui 204 collectivités, des villes, des intercos, les 8 départements, la région, la ville de Paris. Tout ça. Philippe Dallier, en face de vous, vous êtes sénateur UMP de Seine-Saint-Denis et vous êtes maire de Pavillon-sous-Bois. Bonjour. Bonjour. Marc Veil, vous êtes urbaniste. Et vous avez écrit entre autres Grand Paris, sortir des illusions, approfondir les ambitions. Et puis Antoine Grimbach, vous êtes architecte, urbaniste, vous faites partie de ces 10 architectes ou cabinets d'architecture qui ont concouru à apporter des idées pour ce que devait être le Grand Paris. Et vous avez fait rêver un petit peu avec votre histoire de faire de Paris au Havre. Là, tout d'un coup, vous dites c'est formidable. On va aller à la mer tout en restant à Paris. Ça, absolument. Bon, et vous travaillez sur le Grand Moscou. Donc vous avez là-bas une expérience assez intéressante. Un mot quand même sur ce baron Haussmann. Qu'est-ce que vous retenez d'Haussmann, vous, par exemple? Moi, j'ai été nourri de la réflexion d'Haussmann pour une raison très simple, c'est que moi, je considère que mon travail sur la ville, c'est de construire ce qui fait vivre les gens ensemble, donc l'espace public. Or, toute l'expérience d'Haussmann, ça a été de créer un véritable réseau d'espaces publics. L'espace public étant bien sûr les rues, les places, les jardins, les systèmes des marchés, les services collectifs, les écoles et tout. Donc il y a une pensée sur la ville et sur la vie quotidienne et l'espace public qui est une pensée extrêmement passionnante. J'ai beaucoup travaillé sur Haussmann, sachant qu'il y avait toujours ces discussions. Vous trouvez quoi? Que c'était un visionnaire? Moi, je trouve que c'était un type extraordinaire qui avait une intelligence de l'organisation de la ville, parce que non seulement il a travaillé, mais il a construit des systèmes d'organisation. Vous savez qu'aujourd'hui encore, le système des égouts, le système des parcs et jardins, l'organisation, la gestion de l'espace, tous ces services existent encore. Tout ce qu'on vit aujourd'hui. On vit le Paris de Haussmann toujours. On vit toujours le Paris de Haussmann dans toute l'organisation de l'administration. Alors c'est vrai que Paris étant une ville riche, il y avait les moyens de faire ça. Mais c'est quand même un exemple qui s'est diffusé dans le monde entier, et après le Paris, il y a eu Haussmann, des copies à Prague ou ailleurs, c'est ça? Toutes les villes du monde, par exemple, il y a des livres comme Les Promenades de Paris qui étaient faites par Alphand, qui était l'ingénieur chargé qui sont dans toutes les bibliothèques de toutes les villes du monde, et des villes comme Buenos Aires, des villes, toutes les grandes villes du monde ont essayé de faire aussi bien que Paris après Grand Paris. Y compris avec ce style inimitable des immeubles haussmanniens, puisque tout était prévu, y compris les balcons. Marc Veil, même admiration pour Haussmann? Oui. Oui et non. Alors, c'est quoi le non? Oui, parce qu'effectivement, au niveau de l'espace public, il a fait des choses absolument extraordinaires. Oui aussi, parce qu'en fait, il a su faire, il a su réussir la greffe entre l'ancien et le nouveau. Ce qu'on ne sait plus faire. Hein? Absolument. Il a beaucoup détruit de l'ancien Paris. Oui, mais ce qu'il n'a pas détruit sera bouté avec ce qu'il construisait de façon excellente, du point de vue du vécu de tout le monde. Et donc ça, c'est unique. Parce qu'en fait, c'était un moment où on pouvait encore le faire. Parce que la mobilité n'était pas trop forte. Donc on n'avait pas des moyens de déplacement comme actuellement. Donc la question d'Haussmann est très très liée au Grand Paris actuellement. Qu'est-ce qu'il a mal fait? Alors ce qu'il a mal fait, c'est qu'en fait, il était aux ordres de Bonaparte, dont le projet était en fait du petit Bonaparte. Napoléon III, c'est ça, dont le projet était quand même celui d'un accaparement social de Paris, et c'est lui qui a donc inventé la banlieue.
Il a vidé Paris des classes populaires. Alors, il n'est pas responsable de tout, comme le disait Antoine Grimbach. Il n'avait pas prévu l'ascenseur. Il n'a pas prévu que l'ascenseur allait de lui-même déménager et remplir les chambres de bonne par des étudiants, par exemple. Bon, il n'avait pas prévu qu'on voudrait fermer Paris par des remparts et que de ce fait, il y aurait une coupure avec la banlieue qui aurait été très forte. Donc, la responsabilité... Mais vous dites, cette rénovation de Paris, voilà, de fait, a fait partir un certain quartier, un certain Paris populaire qui s'est retrouvé en banlieue. Patrick Brauzek, vous êtes dans la même, dans cette admiration ou dans ce... Un peu même constat que Marc. Un peu mitigé alors. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même la commande de Napoléon III à Haussmann. C'était aussi de faire en sorte que tout ce qui avait contribué aux révoltes et aux révolutions du XIXe siècle ne puisse plus trouver un lieu facilitateur au sein de Paris, d'où les grands boulevards. Et on a supprimé des petites venelles, on a supprimé tous ces lieux qui permettaient effectivement des manifestations s'organiser. Sécurité, voire éventuellement pour que la troupe puisse tirer sur les manifestants. Et puis avec une véritable volonté d'attractivité, mais d'attractivité qui a eu comme conséquence ce que vient de dire Marc, c'est-à-dire l'éloignement progressif des classes les plus populaires vers la périphérie parisienne, parce que ça existe encore dans le 18e, 19e, 20e, mais au-delà du périphérique qu'il n'a pas inventé, mais qui finalement a sans doute été le précurseur de cette périphérie. Philippe Dallier, parce que moi je suis un peu étonné de vous entendre, parce que moi je me dis que Paris était très populaire pendant des années, à la Libération, enfin il y avait des quartiers populaires, il y avait... Mais enfin on appelait banlieue les arrondissements extérieurs, alors qu'aujourd'hui quand on parle de la banlieue, on parle de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne. Moi je retiens d'Haussmann le très grand serviteur de l'État. Un serviteur intègre. Le documentaire montre qu'effectivement, il n'a aucunement profité des travaux gigantesques qu'il a lancés. Et puis, c'est un ingénieur qui n'en avait pas le titre. Et vous avez expliqué effectivement comment il a su mener ses travaux gigantesques sur 18 années. C'est incroyable. Nous, peut-être que dans 15 ans, on reparlera encore du Grand Paris Express et qui ne sera pas fait. Lui, en 18 années, il a lancé les travaux. Un peu désespérant ce que vous dites. Écoutez, je ne sais pas, mais en tous les cas, je constate. Et c'est surtout, quelque part, quoi qu'on puisse penser de Napoléon III, cette affaire du Grand Paris du 19e, c'est la rencontre d'une vision politique, d'un outil de gouvernance. Alors je ne parle pas de la nature du gouvernement, mais c'est la rencontre d'une vision qui était celle de Napoléon III, adapter Paris à la révolution industrielle, et il s'est doté d'un outil de gouvernance politique et technique, et ça a fonctionné. Et on y reviendra. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la volonté politique, tout le monde dit l'avoir. L'outil de gouvernance politique, nous ne l'avons pas, et c'est bien là que ça pêche. Quant aux moyens financiers, n'en parlons pas. La gouvernance, les moyens, on va en parler. Juste un petit... On va réécouter un petit extrait du documentaire justement sur cette vision d'Haussmann, si on la résume à quelques mots. En quelques mots, haussmanniser, c'est libérer les flux. C'est libérer les flux de l'air et de l'eau. C'est libérer le flux des personnes et des biens. C'est en fait ouvrir la ville à la circulation rapide. La circulation rapide étant un des corollaires majeurs de l'industrialisation. Voilà. Un petit mot sur cette vision-là, qui se résume à peu de mots. Libérer les flux, c'est... Mais c'était là où Philippe a raison, c'est que c'était une ville adaptée à l'attractivité liée au développement industriel de Paris et de la région parisienne. Et donc la nécessité d'avoir une mobilité plus fluide au sein de Paris. Mais avec les conséquences que ça a eu. Est-ce qu'il n'y a pas un souci, attendez, vous allez me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci quand même esthétique incroyable chez Haussmann? Parce que je croyais qu'il fallait qu'il y ait une église au bout des perspectives, qu'on débouche, chaque artère débouche sur quelque chose, ces balcons filants, etc. Il y a une vision. Il y a quelque chose quand même d'extraordinaire, c'est que avec une petite planche que l'on connaît quand même, dans lequel on met la coupe sur une rue, la hauteur d'un immeuble, le balcon au deuxième, le balcon au troisième, avec ce qu'on appelle une fiche de l'eau aujourd'hui, on a fabriqué toute une ville. Et les architectes n'étaient pas là pour raconter... En dupliquant ce modèle à l'infini. Ce qui avait de formidable, si vous voulez, les architectes n'étaient pas là pour raconter leur ego. Ils étaient là pour fabriquer les boulevards et fabriquer une idée de l'espace collectif. Et ça, c'est formidable. Je voudrais revenir sur un petit point que Marc Vial a dit qui est très important, c'est que l'intelligence des tracés respectait toujours, beaucoup plus qu'on ne le dit,
la vie urbaine. Regardez par exemple le boulevard Sébastopol. Il vient Alors, entre boulevard la rue... Sébastopol qui part du cœur de Paris, qui remonte tout au nord. Eh bien, il est positionné entre les deux plus vieilles rues de Paris, qui étaient la rue Saint-Denis et la rue Saint-Martin. Et moi, quand j'ai mes étudiants américains qui viennent à Paris, quand je fais des séminaires, ils me disaient comment on fait pour se promener. Il faut toujours leur raconter, les Américains, c'est un peu des bébés et tout. J'ai dit, comment on trouve à manger, comment on dîne, etc. J'ai dit, vous êtes dans un grand boulevard. Si vous avez faim, vous prenez la rue latérale et vous allez trouver boulevard Saint-Germain, vous arrivez à rue de Bussy. Et les exemples. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence, et c'est ce que disait un peu Marc Viel, de la compréhension de la fabrication et de un la respect ville. du quartier. Et un respect du quartier. Alors bien sûr qu'ils ont cassé des tas de choses, mais pas les grands lieux collectifs. Écoutez, tout le monde s'accorde aujourd'hui pour dire que Paris est l'une des plus belles villes du monde. À qui le devons-nous? Effectivement, en grande partie à Haussmann, qui a su adapter Paris tout en conservant effectivement ce qu'était Paris. Il y a peut-être une trop grande uniformité dans l'architecture. C'est vrai qu'il n'y a pas de grands gestes architecturaux, certains critiquent cela. Mais pour autant, moi je pense qu'on a le plus bel objet urbain du monde et on le doit effectivement à ce qui s'est passé au 19e. Alors, dans le documentaire, on parle du grand incendie de Londres qui a permis de tout reconstruire. Bah, écoutez, quand on compare Londres à Paris aujourd'hui, je préfère nettement Paris de tous les points de vue. Je suis d'accord, mais en même temps... Le petit bémol, toujours. Il y avait un projet social, c'est-à-dire que c'était une société qui se mettait en scène elle-même. Hein, et c'est pas par hasard si c'est l'opéra qui vient se mettre au nœud des boulevards. Un opéra, c'est la société bourgeoise et aristocratique qui se visite elle-même. Hein. Et donc, le projet d'Haussmann, c'est aussi... Ah, l'opéra, c'est aussi la voilà. culture. Alors, bon, mais d'un autre côté, chaque époque a sa vision de la politique. On ne peut pas lui demander de ne pas appartenir à son époque. Il a fait le Paris de son époque. Et on passe à autre chose maintenant. Il faudrait passer à autre chose. Non, parce que Et la société n'est plus la même. Dans le bar Haussmann, c'est très intéressant. Paris du 19e siècle, y compris ses conséquences jusqu'au 20e siècle, c'est intéressant. Dites-moi, parce que c'était prévu comme ça. Dites-moi. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Quand on voit ça et quand on voit cette vision effectivement d'Haussmann qui se résume à peu de mots, et à partir de ces peu de mots et cette petite planche, il nous fait un truc incroyable. Une ville. Qui est copiée dans le monde entier. Si vous deviez résumer votre vision de Paris à quelques mots. Du Grand Paris, oui. Du Grand Paris? Oui. En quelques mots, moi je vais reprendre en quelques mots ce que je défends depuis un certain temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qui est posée pour l'ensemble des citoyens, c'est le droit à la ville, enfin même plus que le droit à la ville, c'est le droit à la centralité. C'est-à-dire d'avoir le droit d'avoir toutes les fonctions humaines dans un périmètre où il n'est pas contraint d'aller à l'extérieur pour pouvoir les Quelques mots des idées forces. Eh bien, moi j'appuie le Grand Paris sur la polycentralité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plusieurs centralités. Paris est une centralité, mais il y a aujourd'hui eu des territoires qui se sont développés. Il y a des dynamiques de territoires qui se sont créées autour de Paris sur lesquelles il faut qu'on s'appuie et qu'il ne faut surtout pas casser. Et moi, je suis président. Faut pas un Grand Paris qui grossit, il faut des grands Paris juxtaposés. Exactement. Je pense que l'expansion radio-concentrique de Paris, c'est-à-dire Paris qui franchirait de nouveau un périphérique, qui recrée un dedans et un dehors, une nouvelle centralité, un périphérique, aurait les mêmes conséquences que ce que l'on a vu au fil des siècles. Je ne dis pas que c'est Haussmann qui en est responsable, mais en tout cas, on a bien vu que toutes les couches populaires étaient de plus en plus chassées de cette centralité. Vous dites ça, et pour bien comprendre d'où vous parlez, vous êtes quand même le patron d'un de ces pôles du nord de Paris où vous fédérez autour. Bah si. Le président. Enfin, le président parce qu'on parlait de Baron de Plaine-Saint-Denis, etc., qui est un ensemble qui regroupe quand même beaucoup de communes au nord de Paris. Qui s'est construite justement sur le constat qu'il y avait là une centralité nouvelle qui naissait autour finalement du développement du territoire. Mais qui s'est peut-être fait contre Paris aussi. Non, elle ne s'est pas fait contre Paris, elle s'est fait en lien avec Paris, et on travaille aujourd'hui sur Paris, sur nos franches communes, qui va de la... On va y revenir, mais votre vision de Paris, allez-y. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous voulez comme ça un trèfle à 4 feuilles, ou à plus que ça d'ailleurs, ou est-ce que vous voulez une boule qui grossit comme ça? Moi, je vais vous dire, le trèfle à 4 feuilles, on l'a, et c'est ce que nous avons fait après la guerre. Nous avons fait Paris, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et les Hauts-de-Seine. Donc votre trèfle à 3 feuilles, plutôt... Après la guerre, 65. Très bien, mais enfin, c'est la logique de l'après-guerre, ce sont les problèmes de la reconstruction, on manquait de logements, etc. Donc on a pris des décisions à l'époque qui répondaient à l'urgence, il fallait construire beaucoup, on a choisi un modèle en termes d'urbanisme qui pose bien des problèmes aujourd'hui, on a fait de l'anti-Haussmann, on voit ce que ça a donné. Mais c'est pas seulement ça, on a aussi un gros problème de cohésion sociale.
On finance parce qu'il faut parler de la politique sociale, de la politique de la ville et de leur financement. Aujourd'hui, ce sont des départements qui ont la charge de la politique sociale. La Seine-Saint-Denis n'en peut plus. C'est un département qui va exploser de tous les points de vue. Donc moi, je dis aujourd'hui que le Grand Paris... Alors effectivement, il y a la question du périmètre. Où est-ce qu'il s'arrête ? C'est votre département, la Seine-Saint-Denis. Oui, c'est mon département. Où s'arrête le Grand Paris? On peut en discuter, mais ce que je sais, moi, c'est que si vous montez au 3e étage de la Tour Eiffel, le Grand Paris, vous le voyez à peu près, c'est la zone dense de la région Île-de-France. C'est à peu près 7 à 8 millions d'habitants. Eh bien, il faut créer une collectivité locale du Grand Paris, partager toute la richesse économique qui est produite sur ce territoire pour financer toutes les politiques sociales, le logement, etc. Vous voudriez que Paris sorte de ses murs, grandisse et absorbe la petite couronne? Non, pour faire simple. Attention. Aujourd'hui, plus que ça. Non. Braouzek caricature souvent. Aujourd'hui, vous avez des communes. Départements. Vous avez aujourd'hui des communes. Dans la première couronne parisienne, toutes les communes ont à peu près la taille critique pour délivrer les services de proximité. Il ne s'agit pas de faire comme Haussmann et d'annexer Auteuil, etc. On n'en est plus là. Mais vous avez au-dessus des intercommunalités à 300-400 000 habitants, comme celle de Patrick Braouzek. Moi, je dis une chose. Est-ce que c'est en faisant des plaques de communes de 300 000 habitants qu'on va régler dans la Seine-Saint-Denis les problèmes de villes qui n'en peuvent déjà plus? La Seine-Saint-Denis à 1,5 million n'est pas assez grande. Par plaque de 300 000, on n'y arrivera pas. Il faut effectivement voir plus large. On conserve les communes, y compris la ville de Paris, mais on crée au-dessus, en lieu et place des départements, la collectivité locale du Grand Paris, qui aura en charge le plan de développement du Grand Paris, le financement des politiques sociales, la politique de la ville, le développement économique. Ce tour-là, avec vous, Antoine Grimbach, il faut un Paris qui grossit ou des Paris juxtaposés? Alors moi, je vais un tout petit peu déplacer les choses, parce que je laisse les politiques. Je veux dire que moi, ce qui m'anime et ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir un peu à ce que sont les grandes métropoles mondiales. Je travaille aujourd'hui sur un territoire qui n'a rien à voir avec la ville. Travaillez à Moscou, Moscou, à Toronto, à Shanghai, dans plein d'endroits. Ce qui m'intéresse, c'est que le XXe siècle a été le moment de la voiture et du développement énorme. L'espace territorial s'est agrandi considérablement. Et aujourd'hui, on a quelque chose que personne ne sait penser, qui sont les grandes métropoles multimillionnaires. J'ai là toute la liste de toutes les villes du monde. Je pourrais vous donner quelques chiffres aussi. Et donc, il faut se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette énorme métropole où il y a des autoroutes, des centres commerciaux, des aéroports, des zones... Comment arriver à ce que les gens habitent quelque part et disent, j'habite une grande métropole? Comment on vit cet espace-là? Et puis, il y a des problèmes qui sont... Oui, comment on vit? Et donc, si vous voulez, la question pour moi, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la grande métropole ouest européenne, c'est Paris, Londres, Rotterdam. C'est-à-dire, c'est des endroits, et dans toute la planification du monde entier, 300 km, c'est-à-dire 1 heure en TGV, c'est l'échelle de la planification aux États-Unis, en Chine, en Amérique latine. On commence à travailler sur ces échelles. Et il faut se poser la question de comment est-ce qu'on va faire que les gens savent qu'ils habitent une très grande métropole. Et si j'ai proposé d'aller... Nous, on partage la même métropole que les Londoniens? Absolument, absolument. À l'échelle européenne, à l'échelle, c'est une... Vous prenez vraiment du recul, vous voyez, c'est très très haut. Mais bien sûr. Parce que quoi? Pourquoi est-ce que je dis ça? La grande problématique aujourd'hui, par exemple, c'est la logistique. C'est-à-dire, c'est comment fonctionne l'économie. Sans parler, je ne parle pas des problèmes de la vie quotidienne des gens, parce que ça, c'est extrêmement important, mais je parle de problèmes justement qu'on ne saisit pas assez quand on gère les grandes métropoles. La question de la logistique. Les millions de mètres cubes qui arrivent et qui sortent des grandes villes, ils arrivent tous de la mer. Ils arrivent tous. Donc, toutes les grandes métropoles du monde ont un port. Et donc, on ne peut plus penser une métropole sans son port. Ça, c'était votre idée, c'est du mon port idée. du Havre, qui était le port de Paris, et de cette Seine qui était la rue principale de Paris, pour faire simple. Et en même temps, si vous voulez, la grande chose, c'est qu'aujourd'hui, le XXIe siècle sera le siècle des transports collectifs. C'est fini la bagnole, c'est fini. À Moscou, on ne peut plus circuler, à Rio, on ne peut plus circuler, à New York, on peut très très peu. Aujourd'hui, l'énorme développement des villes va se faire autour de l'espace. Et donc, ça veut dire que c'est ça le problème. Le problème, c'est pas de faire des petits quartiers et tout. Il faut le faire. Le problème, c'est comment fabriquer une identité pour des métropoles de 11 millions d'habitants. C'est ça le problème. On va parler de transport, puisque c'est essentiellement ce qu'on a retenu du Paris, c'est-à-dire ce Grand 8, cet Arc Express qui était le projet initial, et maintenant ça s'appelle le Grand Paris Express, puisque c'est la fusion du projet du STIF et du projet du Grand Paris.
dis pas de Arc bêtises. Express, c'était celui de la région, pas Arc Express, c'est celui de la région. pas celui de Christian Blanc. Et le Grand Paris Express, c'est la fusion des deux, avec ce tracé qui fait penser à un grand 8. Je dis ça pour les gens qui ne connaissent pas. Juste un mot là-dessus, et on va parler transport. Mais un mot sur cette vision-là. Vous êtes pour le Paris central qui grossit ou pour des paris qui se juxtaposent? Je suis... Un petit bémol. Non, je pense effectivement qu'on est dans un processus de métropolisation, hein, c'est-à-dire d'extension urbaine sur des vastes aires qui partagent des services en commun, hein, à de plus en plus grande échelle, mais que ces grandes métropoles doivent, et dans le cas parisien tout particulièrement, doivent effectivement s'organiser de façon beaucoup plus polycentrique, hein, mais qu'en définitive, il ne faut pas espérer fusionner la totalité du bassin d'emploi. Vous dites qu'il doit y avoir... Si on veut fusionner tout le bassin d'emploi... qui se juxtaposent et qui ont leur propre développement. Il y a des besoins. Il faut qu'ils s'interconnectent. Il faut que les bassins d'emploi communiquent. Mais il ne faut pas donner le même niveau de service de transport à ce qui correspond aux fonctions métropolitaines et ce qui correspond au vécu du bassin d'emploi. Et c'est ça la grande illusion qui était celle des autoroutes, hein, des autoroutes rapides. C'est-à-dire qu'en fait, on a en quelque sorte généralisé la voiture et les autoroutes, et on n'a pas fait de péage, et on a dit, finalement, l'essentiel, c'est qu'on ait le plus de gens qui, quels que soient les motifs de déplacement, puissent circuler et circuler vite. On a eu, en fait, la folie de la vitesse avec la voiture. Et on risque de vouloir avoir la symétrique ou la même chose avec les transports collectifs. Comme si les transports collectifs étaient toujours bons. Et que même la vitesse en transport collectif n'était pas nuisant comme la vitesse en voiture. Vous dites qu'il faut se réfléchir au niveau. Voilà, exactement. Il faut une hiérarchie. Et il faut que ces entités puissent communiquer entre elles. Pour faire ça. Juste un mot là-dessus. Ça nous amène au transport, ça aussi. Oui, mais juste un mot là-dessus. Je crois que le Grand Paris Express est aujourd'hui quelque chose qui est souhaité par l'ensemble des élus métropolitains. Voilà. On a réussi à faire le consensus. Droite et gauche confondus. Donc le Grand Paris Express, c'est l'ossature. Le fameux tracé, les deux, la ligne rouge et la ligne orange. Qui justement relie différents pôles, soit Saclay, les aéroports, l'Ouest parisien, etc. Ça, tous les élus sont d'accord là-dessus. Tous les élus métropolitains sont d'accord là-dessus. Mais le Grand Paris ne se résume pas à un projet de transport. Le Grand Paris Express, c'est une sorte de colonne vertébrale et ça ne suffit pas. Bien sûr. Alors attendez, parce que on ne construit pas le Grand Paris, on ne construit pas une vision métropolitaine simplement autour du transport. Faisons un sort quand même à ce Paris Express pour savoir où on en est, puisque encore une fois François Hollande a dit que c'était un enjeu national, le Grand Paris. Il y a eu le rapport Ozannet à la fin décembre qui est sorti, c'était un ancien de la RATP qui lui a dit « Oh là là, on a sous-estimé de 10 milliards le montant des travaux, ça ne sera pas 20, ça sera 30, et à ce prix-là, ça ne sera pas avant 2030, 2040 ». Mais on verra arriver les choses. Benoît Duquesne, vous le disiez vous-même, et puis je sais plus, je crois que c'est Philippe qui le disait aussi, il faut une volonté politique. Et se donner les moyens aussi ensuite de réaliser cette volonté politique. On a mis 70 ans pour payer le métro parisien. On a fini de le payer en 1970, je crois, ou 70. Donc, en 1970, mais bien sûr. À payer les intérêts et la dette du métro. Du métro initial. Du métro initial de 1900. Donc c'est une question. On a remboursé aussi très tard. Mais bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est une question de volonté politique et de se donner les moyens. Ça n'a rien à voir. Donc, attendez, je comprends pas. Moi, j'entends dire là qu'on commence à démembrer certains. Non, écoutez, le débat était ouvert parce que le rapport aux années a effectivement jeté un trouble, puisqu'il a dit des choses qu'il fallait dire. Elles sont sur la table. Non, pour l'instant, on n'en est pas là. La question est effectivement comment l'État amène le capital de départ pour lancer les travaux. Il fallait 4 milliards. Aux années nous dit, avec vos 4 milliards, c'est objectif 2030. Si vous voulez un objectif 2025, il faut mettre 12 milliards sur la table. La question, c'est où est-ce qu'on les trouve. C'est ça la question. Maintenant, sur le projet de transport, on est d'accord. Le Grand Paris Express n'est pas remis en cause aujourd'hui. Écoutez, sauf à ce que les ministres disent le contraire, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas fait. Non. Et jusqu'à présent, le rapport aux années est un rapport technique. Voilà. Et ça sera effectivement au gouvernement de nous dire ensuite, eh bien effectivement on tient compte de ce rapport et on inclut qu'il y a 10 milliards supplémentaires à financer et on fait les choix pour financer donc, dans le temps imparti. L'opposition crie à la mort programmée, je passe sous votre contrôle.
de ce Grand Paris Express, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on attend la prise de décision qui ne vient pas. Donc c'est vrai que les inquiétudes surgissent. Maintenant, moi, je vais vous dire une chose. On nous a annoncé il y a quelque temps qu'on allait faire la liaison rapide Lyon-Turin qui coûte 28 milliards d'euros. Alors évidemment, l'Italie en paiera la moitié, nous aussi. Est-ce qu'on n'est pas capable, pour la ville-monde qui est Paris, qui est la locomotive économique du... pour faire Écoutez, un transport... franchement, que voulons-nous? Que voulons-nous? Alors, il faut savoir que réagir, le PIB De de l'Île-de-France, il est le moteur du développement de beaucoup de régions françaises qui, s'il n'y avait pas l'économie. Donc il faut arrêter de ce vieux truc, Paris est le désert français. Oui. C'est pas vrai, c'est fini. Aujourd'hui, si Paris ne se développe pas... Paris, c'est pas la France. Il y a des grandes métropoles, Lyon, Marseille, Bordeaux. C'est formidable. On a créé avec la décentralisation l'émergence d'un réseau. Or, on retrouve aussi à l'échelle de l'Europe ça, c'est-à-dire qu'on est dans une Europe médiévale, c'est-à-dire que ce sont les villes qui sont en train de communiquer. On va parler gouvernance dans un instant, mais dites-moi sur ce fameux Paris Express, Grand Paris Express. Vous avez dit tout à l'heure que Paris ne se résumait pas à un moyen de transport. Absolument. Est-ce qu'un moyen de transport comme celui-là n'est pas une espèce d'ossature, de squelette autour duquel on va construire un Grand Paris? Oui, mais sauf que si vous voulez, la critique qu'on a fait, les 10 équipes du Grand Paris, on a toujours dit qu'il fallait absolument que l'on réfléchisse sur les effets urbains de ce système et qu'on donne les moyens de travailler pour que, autour de chaque gare, avec les collectivités, on puisse travailler sur comment on va développer, comment on va faire. Moi, je travaille essentiellement sur une chose très simple, c'est que, bien sûr, il y a toutes ces gares, je les analyse les unes après les autres et je montre comment il faut créer les systèmes de diffusion, parce que les gens qui habitent dans les maisons individuelles, si on n'invente pas un système pour qu'ils ne prennent pas leur bagnole, eh ben ça continuera à faire des embouteillages. Si on n'a pas des parkings, si on n'a pas des services de la vie quotidienne... Vous dites réfléchissons au niveau des gares de ce Grand Paris Express. C'est l'objet des contrats de développement territorial. C'est-à-dire qu'à partir de ce réseau de Grand Paris Express, dans le texte de loi qui a été voté maintenant il y a 3 ans à l'Assemblée nationale, ou 2 ans, il y a des contrats de développement territorial. Nous, on travaille sur pleine commune, sur un contrat de développement territorial autour Alors, un contrat de développement territorial, c'est un contrat entre l'État et les collectivités locales qui concernées sont impactées par la gare en question. Exactement. À chaque quartiers fois. autour des gares. Quartier autour des gares. Puisqu'on réfléchit là-dessus. Alors, c'est un petit peu contradictoire avec ce que vous avez dit tout à l'heure, parce que vous dites ça ne se résume pas à ça, le Grand Paris, au Grand Paris Express. Et en même temps, j'entends qu'on va beaucoup concevoir le Grand Paris autour de ça et que le transport est essentiel. Puisqu'on a beaucoup reproché aux urbanistes quelquefois de concevoir des quartiers et d'y mettre après les transports. Là, on va faire l'inverse. Non, mais ça, c'est une bonne chose. Ah bah oui. C'est une très bonne chose, parce qu'on voit les conséquences quand on n'a pas pensé les transports avec le développement de la ville. Or, la ville, aujourd'hui, elle se développe. On a besoin effectivement de transport et de transport en commun, avec les réserves qu'évoquait Marc tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, tous sur pleine commune, on travaille sur une charte entreprise-territoire pour faire en sorte que les entreprises s'impliquent dans le territoire et recrutent localement. C'est-à-dire qu'on limite le pendulaire quotidien, le matin et le soir, entre lieu d'habitation et lieu de travail. Vous nous dites, si je comprends bien, que c'est important d'avoir un Grand Paris Express, mais qu'il faut arrêter d'avoir l'obsession du déplacement sur toute la région et qu'il faut plutôt concevoir des zones de développement autonomes. C'est ça? Avec des moyens de transport autonomes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un modèle... j'ai pas un modèle théorique à défendre. Je dis simplement que si je veux unifier le bassin d'emploi dans son ensemble, ça a un coût qui, face aux conséquences sociales que ça peut avoir, n'est peut-être pas optimum. Donc, je dis, n'ayons pas un raisonnement transport pur. Bien sûr. Raisonnons transport et aménagement, bassin de vie. Et bassin de vie, mais Et bassin de vie, ça veut dire qu'on ne soit pas obligé de traverser tout Paris, toute l'île de France, quand on vit tout à fait à l'est pour aller bosser tout à fait à l'ouest. Que ce soit une liberté et non pas une contrainte. Que ce soit une liberté et non pas une contrainte. Il faut pas rêver non plus. Aujourd'hui, on n'ira pas travailler à côté de chez soi tout le monde. Il y a dans une famille, il y aura une personne qui devra. Mais il faudra le bassin d'emploi. Alors, le problème de l'exclusion sociale des grands ensembles, pour moi, c'est pas la question des bâtiments, c'est la question de l'accessibilité. Exactement. Mais pas seulement. Non, mais c'est très important de pouvoir travailler. Allez-y. Non, mais de pouvoir se déplacer. Quand les gens habitent au Val-Fouré, qu'ils n'ont pas de boulot, parce qu'ils peuvent peuvent pas aller même à l'usine de Flins qui est ils n'ont pas de bagnole, etc. Et voilà le transport reste essentiel. Le transport, mais pas seulement le transport des trucs
lourd, c'est ça que je suis en train de dire, de toute la diffusion, de toute la capillarité. Or, ce que nous critiquons, c'est qu'on pose les bases nécessaire d'un transport rapide pour aller de point à l'autre, mais il manque toute la vascularisation. Mais il faudra travailler sur cette ossature, pour que l'on puisse avoir effectivement le maillage qui permette à n'importe qui dans l'Île-de-France d'être à proximité d'une des gares du Grand Paris Express. Là encore, on ne parle que de transport. Moi, je vais vous donner... écoutez, moi, je vais vous donner une autre vision du Grand Paris idéal. On ne va pas structurer la ville autour du transport. Le Grand Paris idéal, ça serait la métropole dans laquelle tous les citoyens bénéficient du même niveau de service, dans tous les domaines et pas seulement en matière de transport. Et quand je dis niveau de service, c'est l'école, c'est les équipements sportifs, les équipements culturels, c'est le financement de la politique de la ville. Or, l'inconvénient du développement en pétale de Marguerite. Non, c'est pas je comprends Patrick Braouzek. Patrick Braouzek, il a une chance, une chance. L'État a posé le Stade de France au milieu de son territoire et il a magnifiquement exploité. Et niveau, c'est le même. Non, c'est pas le même et je vais vous expliquer. Et il a magnifiquement exploité cela parce qu'il avait de la place, du terrain, des friches industrielles. Il a pu requalifier tout ça. Et il a fait une plaque de 300 000 habitants au milieu, 400 000 habitants, au milieu de la Seine-Saint-Denis qui fait 1,5 million habitants. Qu'est-ce qu'on fait ailleurs dans ce département? Alors si le Grand Paris, le Grand Paris, c'est effectivement le développement de grandes plaques de développement économique, la défense que l'État a créée et qui est une pompe à finances pour les collectivités locales qui sont autour. Si c'est la même chose chez lui et autour de 2 ou 3 grandes plaques, et que font les autres? Et voilà pourquoi je dis que ce développement... Est-ce qu'il ne faut pas des poumons économiques qui se mais des poumons, bien sûr. Mais écoutez, des poumons économiques comme la défense, financés avec l'argent de l'État et de tous les contribuables, et qui bénéficient aux collectivités locales qui sont autour, très peu pour moi, ça n'est pas ma vision de la métropole. La vision de la métropole, on partage la richesse économique pour financer toutes les politiques. Vous allez nous les exposer tout à l'heure, vos visions, avec, j'espère, une part de rêve, parce que moi, je trouve que ça manque de rêve, tout ça. Alors, on va réécouter un extrait du documentaire, toujours Haussmann, et ce qu'a été, on va dire, le volontarisme haussmannien. Haussmann est le géniteur de notre ville. En plus de ça, il est celui qui a porté ses limites à son maximum, à leur maximum. Les limites de Paris, on les doit à Haussmann. Alors qu'aujourd'hui, on songe au Grand Paris, sans vouloir d'ailleurs étendre les limites administratives de la ville, alors même qu'on songe à harmoniser l'urbanisme des banlieues, des faubourgs, etc. Évidemment, on est bien contraint de parler d'Haussmann. Mais Haussmann gêne, parce qu'il procède d'un pouvoir autoritaire, et on comprend que ça gêne. Il gêne aussi parce que, on le sait tous, le succès d'Haussmann procède de l'aisance avec laquelle il a pu envoyer valser, passez-moi l'expression, toutes les contestations qui se sont faites contre son plan et ses projets. Alors, on va dire un mot sur la gouvernance, justement. Je rappelle juste quelques chiffres aussi sur Haussmann et cette façon autoritaire qu'il a eu de bouleverser et de modifier Paris. Haussmann, c'est en 17 ans, 30 000 immeubles construits, 450 000 logements, ça fait quand même réfléchir, 600 km d'égouts, 300 km de voirie, 1 million d'arbres plantés alors qu'il n'y en avait pas, etc. Ça s'est fait donc en 17 ans. Chez nous, en termes de gouvernance, je ne parle pas de ce qui est fait, je parle de la visibilité, de la lisibilité du Grand Paris, les acteurs du projet. Vous me direz si je me trompe, il y a le préfet de Paris, il y a la région avec Jean Pauluchon, il y a l'atelier du Grand Paris qui fait de la réflexion, il y a la Société du Grand Paris qui fait du transport, qui réfléchit là-dessus, et il y a le Paris Métropole, et puis il y a Paris, la ville de Paris elle-même, si je puis dire, qui en fait partie. Mais bon. Et les départements, et les communes. Et les communes. Mais non, parce que dans Paris Métropole, justement, on a réussi quelque chose que aucune autre métropole n'a réussi à faire aujourd'hui, c'est de penser effectivement de devenir métropolitain. Et là, peut-être que je vais répondre à votre souci. Sur votre souci. Non, c'est pas un millefeuille, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une structure qui a des pouvoirs, Paris Métropole. Ce sont des élus qui consacrent du temps pour réfléchir ensemble, et qui proposent, et qui font des études, et qui ont fait effectivement des propositions, pour certaines qui ont été reprises d'ailleurs par les législateurs. A contrario d'autres métropoles, on va avoir un gros sujet sur la métropole marseillaise. On a un sujet, même si aujourd'hui tout le monde considère que Lyon s'est réglé, mais le Grand Lyon, il y a une étude de l'INSEE qui vient de sortir, qui montre que la ségrégation urbaine dans le Grand Lyon s'accélère et s'aggrave aujourd'hui. Donc si un des objets de la métropole, des métropoles dans le monde,
c'est l'inclusion sociale, c'est de limiter les inégalités sociales et territoriales, eh bien, il va falloir qu'on fasse autrement que le grand machin, excusez-moi de le dire comme ceci, que nous propose Philippe Dallier. Alors, et on n'en est plus là sur Paris Métropole. Vous dites quoi pour faire ça? Vous dites, à grand projet, il faut une grande volonté. Pourquoi ça a fonctionné? Une grande volonté, mais c'est pas avec la même conclusion. C'est pas seulement grand projet, volonté, il faut l'outil de gouvernance politique et les outils de gouvernance technique. C'est ça que je dis. Pourquoi ça a fonctionné sous Haussmann? Effectivement, le pouvoir était centralisé, ils avaient la vision, ils ont décidé et ils ont fait. Et tant pis pour l'opposition. Non, je ne dis pas ça. Mais enfin, c'était la conséquence. Aujourd'hui, tant pis pour les gens. Aujourd'hui, tant pis pour les gens. Nous sommes dans une république décentralisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'État ne peut plus faire tout seul puisqu'il a lâché la plupart de ses pouvoirs. Mais l'État n'est pas allé au bout de sa logique. Nous n'avons pas rationalisé les collectivités locales. Aujourd'hui, vous avez l'empilement des couches et en Île-de-France, c'est grotesque. Communes, interco, départements, régions, État, Paris Métropole, Paris Métropole, qui est un syndicat d'études. Nous avons donc un millefeuille que nous avons coupé en petits fours, et vous avez autant d'interlocuteurs que de petits fours, et en plus, il n'y a plus de crème dans le millefeuille parce qu'il n'y a plus d'argent. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Vous dites quoi? Donc il va bien. Moi, je dis que nous allons... Non, mais c'est assez conforme à la réalité. Moi, je dis qu'il faut s'appuyer sur les communes parce qu'elles existent, qu'elles ont des siècles d'existence et qu'elles ont la taille critique. Et au-dessus, il faut le Grand Paris collectivité locale qui représente la zone dense de la... qui représente la zone dense de l'Île-de-France. Et au-dessus, la région Île-de-France. Parce que lui, il est sur le Grand Moscou. Donc il veut dire un petit peu en termes de pouvoir fort comment ça se passe à Moscou. Là-bas, il y a un patron. Non, là-bas, il y a une ville de 11 millions d'habitants avec un seul maire. Voilà. Donc c'est ça. Et quand vous regardez, si vous voulez, Paris est l'agglomération parisienne est la 27e agglomération du monde en termes de population. Enfin, l'agglomération, disons la région. Mais la ville de Paris est la 4e aujourd'hui en termes de densité, mais elle est la plus petite de toutes les grandes villes du monde. Elle fait 105 km. Londres fait 1500 km. Carré. C'est 15 fois plus, 15 fois plus grand. Le Grand Paris, c'est le Grand Londres. J'ai les surfaces, on ne va pas y revenir. Nous, puisque vous voulez qu'on rêve, je veux dire, je rêve d'une chose, c'est que les enfants à l'école, les industriels, les politiques, tout le monde ait une représentation de cette grande métropole. Or, je pense, moi, c'est tout mon travail, que c'est simplement en partant sur des fondamentaux géographiques que les gens peuvent comprendre où ils habitent. Et moi, je trouve qu'il y a 4 fondamentaux géographiques qui me donnent 4 grands territoires qu'on appelle, nous, des schémas de développement territoriaux. Il y en a un au nord, c'est la plaine de France. Je trouve que plaine commune est formidable, mais il faut que plaine de France vaille avec. Il faut qu'on se pose la question du canal de l'Ourcq, de Pantin à Chevaux, de Pantin à Pavillon-sous-Bois. À l'ouest, c'est très clair, entre la Défense jusqu'à Mans, la vallée de la Seine. Au sud, il y a le plateau de Saclay avec ce qu'il y a autour. Et à l'est, il y a entre la Marne et la... Vous dites, respectons la géographie. Respectons la géographie, faisons 4 schémas de développement territorial. Avec un sentiment d'appartenance des gens. Ils seront... Tous les agrafes avec Paris, et chaque préfets, parce qu'il y aura des préfets, parce qu'il faudra mettre des préfets à cette échelle-là, auront à dialoguer avec le type... Mais Paris restant Paris au milieu de tout ça. Paris Paris restant au milieu, parce que tous ces territoires, ils habitent Paris. Roland Castro a une idée que je trouve formidable et que moi je défends, qui est que toutes les communes s'appellent Paris, Paris-Saint-Denis, Paris-Montreuil, Paris-Pavillon-sous-Bois. Tout le monde... habite Paris. On habite Paris comme on habite Paris 17e, Paris 16e. Et donc, je pense... Je vais aller dans le sens d'Antoine. Alors peut-être que... Je disais, si on rêvait un peu... Voilà, si on rêvait un peu... Quel sentiment d'appartenance, quel vivre ensemble, on va dire. Ça fait en gros des 2 millions d'habitants, ce qui est quand même beaucoup, mais bon, bref. 2 millions d'habitants, c'est Paris. Donc il y a 4 échelles de gouvernance. Enfin, soit. Allons-y. Je pense qu'on n'y arrivera que par étapes à ça. Mais pourquoi pas? Mais ce que je voudrais, sur quoi je voudrais insister, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui concevoir de toute manière le Grand Paris d'une manière indépendamment de ces dynamiques de territoire et ces géographies dont parlait Antoine. C'est-à-dire que ça serait complètement aberrant. La géographie, elle se rappelle toujours à vous. Voilà. Comment? La géographie se rappelle toujours à vous. On ne peut jamais Mais bien sûr, la contourner. Elle est là, elle est incontournable. Et c'est bien, on voit bien, nous, on a fait le travail sur Pleine Commune. Comment est née Pleine Commune? C'est né sur une pensée du territoire en se disant il faut qu'on travaille sur une charte d'aménagement et de développement.
Pendant 1 an, on a travaillé avec les 10 communes de l'arrondissement de Saint-Denis. Mais sur un constat géographique aussi. Sur un constat géographique. On s'était aperçu autour du chantier du Stade de France qu'on avait un vrai bassin de vie. Et si on avait été jusqu'au bout de notre démarche, là, on s'est cantonné parce qu'on est resté dans les limites géographiques du département. Mais on aurait travaillé avec Gennevilliers, Villeneuve-la-Garenne et le sud du Val d'Oise. Parce que le bassin de vie, il est là. Vous êtes sur la même ligne. Bien sûr. Non. Oui. Donc, moi, je pense qu'en fait, il y a à la fois un problème institutionnel, mais il n'y a pas que ce problème institutionnel. Et le problème institutionnel, je ne vais pas rentrer, savoir... Non, mais si vous rêvez, c'est pas que Et ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il y ait un pouvoir métropolitain. Parce que vos machins et vos Et trucs, qu'il faut c'est qu'il y ait bien. un pouvoir local. Ouais. Et on a un pouvoir local faible et on a un pouvoir métropolitain faible, actuellement. Et c'est pour ça que le Grand Paris est... Bon, si on est capable de développer le pouvoir métropolitain, et le pouvoir métropolitain, à mon avis, c'est la région avec l'État, et en face, le local, c'est plus la commune, c'est l'intercommunalité. Hein. Qu'on Si ait on- ces deux Voilà. rapports Si- là. et si on est capable de ne pas avoir une culture du On supprime politique, les départements. voilà. À mon avis, en première, les cours. Ton ami Michel Mercier a décidé de Je sacrifier rêve, sur hein. l'autel du Grand Lyon le département du Rhône. Si on est capable d'avoir Et les deux une présidents de conseil confrontation. généraux en Alsace ont décidé de supprimer le Voilà. Haut-Rhin et le Bas-Rhin. C'est ça. Donc, demain, il faut avoir Je une... plaide pour ça. Bon, attendez, parce que la suppression des départements, J'avais c'est... deux choses à dire. Il y en a plusieurs qui se sont attaqués, qui n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout. Juste un mot Oui. pour vous terminer là-dessus. Non, je voudrais dire autre chose. C'est pas le problème des compétences qui est le plus important pour avoir ce pouvoir métropolitain et le pouvoir local fort, pour pouvoir se confronter. Le problème le plus important, c'est qu'en fait, toutes les compétences se chevauchent de fait. C'est-à-dire que théoriquement, le système de décentralisation... Aujourd'hui, tout le monde s'occupe de tout. D'accord. Voilà. Donc, Et donc, ce qu'il faut, c'est effectivement Clarifier. et il faut clarifier. Parce que Et là- surtout, on a un pouvoir concentré technique sur le transport, un pouvoir émietté sur l'aménagement. j'ai bien compris. sûr. Et si on ne rééquilibre pas ça, J'ai bien Bien compris. la machine se bloque. J'ai bien compris. C'est Et on pour voit ça- d'ailleurs que le seul c'est truc pour qui ça qu'on avance, a une crise de après, c'est le logement. transport, justement, Voilà. parce qu'il C'est est pour un ça peu qu'on a- près, voilà. un peu Structuré. plus coordonné, Exactement. structuré que d'autres questions comme et la l'aménagement. priorité des Je voudrais un priorités... petit mot des élus, pour finir, si vous voulez bien, parce qu'il nous reste 3 minutes. Juste quand même sur... Parce que quand on voit ça, quand on voit cet empilement des choses, cet émiettement, etc., des centres de décision, ce chevauchement que vous avez, je dis, mais on a aussi plein de rivalités d'ego là-dedans, Bien dans sûr. tout ça. Est-ce que ça compte? Est-ce que vous seriez prêt à dire, bon, ben moi, je fais le deuil de mon poste, de mes fonctions, moi, si ça peut servir... c'est très clair. Moi, Ah, mais- je travaille aujourd'hui, je vous l'ai dit, avec d'autres communautés d'agglomération. Si à un moment on doit passer à un autre stade, dans le sens de... Et si ça de passe vient par de dire votre Antoine, effacement personnel, oui. je n'ai aucun souci. Aucun souci. Le problème que l'on a aujourd'hui, et moi je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est comment on répond aux besoins de nos populations. Comment on peut inventer une gouvernance, non seulement qui fait rêver, parce que moi je suis... L'histoire du Stade de France m'a amené que le rêve, c'est quelque chose d'important. Ça a changé le quartier, hein, ça a changé bien sûr, toute la y vision du compris Nord, pour hein, les le Stade gens de qui France. vivent des situations personnelles difficiles. Donc le rêve, c'est important, mais aussi comment on change la vie des gens au quotidien. Et à ce sujet, simplement une petite parenthèse par rapport à ce que disait Philippe Dallier, parce que les égoïsmes locaux, on les connaît, y compris dans ce département. Moi, je serais tenté à dire à Philippe Dallier, mais qu'est-ce que tu attends pour créer une communauté d'agglomération avec les villes qui sont Mais à côté de écoutez, toi? c'est simple. Moi, je n'ai pas la chance d'avoir le Stade de France. Donc, vous savez, entre communes pauvres, on va se regrouper. Ça sera génial. On va mettre 300 000 habitants. Vous savez, la communauté d'agglo la écoutez, plus pauvre de France après Écoutez, Val-de-France. à l'ouest, ils feront des intercommunalités de riches et riches. d'un peu moins riches. Et à l'est, on en fera de pauvres et d'un peu moins pauvres. Et on nous dira, ça fait le Grand Paris. Moi, je ne vous dis pas ça. Il y a deux problèmes, et je vais le dire très crûment. Il Il nous y a reste 20 ceux secondes. qui ne veulent pas lâcher leur fauteuil et ceux qui ne veulent pas lâcher le trésor économique sur lequel ils ont la chance d'être assis. Et À c'est l'ouest, ça. par exemple. Et pas seulement à l'ouest, aussi à Paris et ailleurs, et c'est ça qui ne va pas. Et tant qu'effectivement on ne constituera pas le pouvoir métropolitain avec des citoyens qui comprennent quelque chose et qui votent pour élire les élus du Grand Paris, il n'y aura pas de lisibilité et on ne réglera pas les problèmes économiques et sociaux de cette métropole. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir éclairé un peu sur ce Grand Paris. Bougez pas. Je voudrais remercier donc Aurélie Dafas qui a préparé ce débat. Vous présentez tous mes vœux pour 2013 parce que je crois pas avoir eu l'occasion de le faire. Donc bonne année 2013. Vous dire que la semaine prochaine on parlera d'espionnage, de ces hommes de l'ombre qui sont de plus en plus présents aujourd'hui, ces hommes des services spéciaux sur les terrains et les théâtres d'intervention et d'opération comme par exemple au Mali. Voilà. Une bonne semaine sur Public Sénat. Je vous rappelle notre adresse mail et on se retrouve donc dans une semaine.